La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Mon invité aujourd'hui s'appelle Jean-Baptiste Larzabal. Il est ce qu'on appelle un puits de science en tout ce qui concerne la nature, les arbres, les plantes, les animaux. On l'écouterait pendant des heures. Il est ingénieur agricole, diplômé de l'école de Purpan à Toulouse, mais sa trajectoire dans la vie est beaucoup plus vaste. Il a commencé par une licence de philosophie à l'Institut catholique de Paris, puis il a bifurqué vers la biologie animale, la physiologie des plantes, l'apiculture et bien d'autres choses encore. Il est certifié en sciences de l'environnement. Dans la foulée de ses études d'ingénieur agricole, il a fait un séjour de longue durée en Californie, où il a découvert des conditions de vie et de travail extrêmement différentes des nôtres. Il a ensuite enseigné dans de nombreuses écoles publiques et privées. Il a été conseiller municipal pendant très longtemps, puis maire d'une petite commune dans les Hautes-Pyrénées. Il élève des arbres, en particulier des pommiers, et il fait du cidre. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. J'oubliais de dire que tu as été pendant plusieurs années directeur du centre apicole de Laval dans la Mayenne. Il y a tellement de sujets à discuter. Il va falloir en cibler quelques-uns. J'aimerais commencer avec ta connaissance des arbres, ces êtres vivants qu'il faut soigner, aider dans leur développement. J'ai compris qu'en fait, on ne peut pas parler des arbres sans parler de la nature tout entière, parce que la nature fait un tout. Tout dépend de tout dans la nature. Oui, l'arbre est un individu qui ne peut pas vivre seul, comme d'ailleurs la plupart des autres plantes, et qui doit être accompagné de toute une cohorte d'insectes, de bactéries, etc., qui lui apportent ce dont il a besoin pour vivre. Seul, il ne peut pas vivre. C'est un petit peu comme nous aussi. Seuls, nous ne pouvons pas vivre. Tout à fait. On ne vit jamais seul sur Terre. On est dépendant de l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent. Et en ce qui concerne les arbres, il y a aussi les champignons, je crois, qui sont très importants pour les arbres, pour les aider à communiquer entre eux, pour les racines. Les arbres sont aussi des individus vivants qui réagissent à l'environnement immédiat, aux événements également. Je prendrai un petit exemple sur l'acacia des pays chauds qui n'accepte pas de se faire pâturer les bourgeons par les animaux, les herbivores essentiellement. Donc il va envoyer un produit répulsif dès que 2 ou 3 bouchées de feuilles ont été volées sur son arbre. Et cet arbre en même temps envoyer un message aux autres arbres autour, jusqu'à 100 mètres de distance environ, et donc l'animal ne pourra pas pâturer jusqu'à 100 mètres. Il est obligé de partir 100 mètres plus loin pour pâturer un autre arbre. Ça, c'est une communication par les feuilles, par les racines, comment est-ce qu'ils communiquent entre eux, les arbres ? Par on pourrait dire des phéromones, c'est-à-dire des messages hormonaux destinés aux individus extérieurs à l'arbre lui-même. Comme les abeilles aussi envoient beaucoup de phéromones, nous envoyons des phéromones également, que les chiens, les abeilles, les guêpes savent analyser. Et il faut se comporter en fonction de leur analyse pour ne pas se faire piquer, par exemple. Et tu étudies aussi les végétaux, les herbes, par exemple les herbes qui prennent la place d'autres. Il y a des histoires de terrain. Je citerai quelques plantes. Le noyer aime être seul. Il s'accommode de certains arbres dans son voisinage. Mais il fait peur aussi à beaucoup d'arbres. Alors, le noyer apporte par exemple par ses feuilles un antigerminatif. Donc, peu de plantes vont germer dessous. En tout cas, il n'y a que ceux qui résistent à l'antigerminatif qui vont pouvoir germer. Et également par les racines, il envoie des toxines pour éloigner certaines plantes qui lui seront trop concurrentes. On peut parler également d'autres plantes comme l'apiloselle qui intervient par les racines et par son pore. Il va étouffer les plantes autour pour pouvoir s'installer.
Il y a également le thym serpollet qui est dans le même cas, qui est une plante médicinale très intéressante. Donc c'est un équilibre qui s'établit entre végétaux qui se voisinent et qui se concurrencent selon le cas, mais chacun à sa place. Donc il y a des concurrences entre végétaux, il y a aussi avec les insectes et les abeilles en particulier qui font de la communication entre un végétal et un autre. Les insectes, dont les abeilles, fourmis et abeilles, mais dont les abeilles auxquelles je me suis beaucoup intéressé, sont des pollinisateurs exceptionnels. Parce qu'une abeille, lorsqu'elle sort de sa ruche, avec un message qui lui a été donné pour dire il faut butiner telle plante, elle est à telle distance, dans telle orientation par rapport au soleil, elle va s'y rendre et elle ne va butiner que la fleur qu'on lui a indiquée. Donc c'est la meilleure pollinisatrice, entre autres des arbres fruitiers, qui concernent, disons, le travail de la fructification des arbres pour les humains en quelque sorte. C'est-à-dire, elle a reçu le message de pollen et nectar de pommier. Elle ne va ramasser que le nectar et le pollen de pommier. Donc elle va visiter beaucoup de pommiers et elle va donc apporter le pollen d'un arbre sur l'autre, etc. Des croisements qui sont très féconds sur la qualité du fruit, qui va être mesuré par le nombre de pépins, la grosseur, la beauté du pépin qui envoie toutes les hormones pour accumuler les matières organiques dans la pomme et même leur permettre une conservation plus grande parce que les éléments qui ont été apportés lui permettent d'avoir cette relation de qualité et de conservation. Oui, c'est extraordinaire. Et alors, tu as été amené à étudier, analyser ou participer à des discussions sur les pesticides. Alors, j'ai compris que pesticide, en fait, c'est un mot général qui vient de peste et qui englobe insecticides, herbicides, fongicides, enfin tout. Bon, pesticide, comme tu viens de le dire, c'est ce qui amène la peste, c'est-à-dire qu'il y a la mortalité d'un très grand nombre d'individus. C'est le terme générique. Mais après, disons, selon que on s'adresse aux insectes, ce sera un insecticide, que ce soit des végétaux, ce sera un herbicide, et que c'est les champignons, ce sera fongicide. Un fongicide. Merci. Voilà. Et donc, les premiers pesticides étaient des pesticides végétaux. On a su utiliser des végétaux au départ. Ensuite, on a fait des pesticides chimiques, synthétiques. Donc, tous ces produits synthétiques, notre corps ne sait pas les détruire correctement. Les pesticides synthétiques restent dans le sol des dizaines d'années. On ne sait pas quelle durée pour certains. Ça entraîne une dégradation des sols parce que énormément de champignons, d'insectes, d'adjuvants de l'agriculture sont détruits. Donc on va se trouver avec des sols qui vont devenir stériles. Entre autres, le ver de terre, qui est un animal extrêmement précieux. C'est lui qui donne la richesse au sol, parce qu'il recycle toute la matière organique morte, donc les racines, etc., mortes, que les mortes. Il la recycle en acide humique, qui sont la base de toute vie dans le sol et pour les végétaux en général. Et alors ça joue évidemment sur les animaux qui mangent les végétaux. Et justement, je crois que dans ta trajectoire scientifique, tu as été amené à étudier certains animaux, la digestion des animaux. Oui, j'ai suivi un petit peu tout ce qui concernait la digestion par les animaux, des glucides, des protéines, etc., expérimentalement surtout chez les veaux de boucherie, les taurillons, etc., au moment où on voulait produire de la viande très vite et de façon économique. Donc ça m'a permis de bien connaître les phénomènes de digestion chez ces animaux-là et également chez l'homme, puisque ensuite on a fait beaucoup d'expérimentations sur l'homme également, dans l'intérêt de mieux comprendre les processus biologiques de digestion. Tout ça, c'est passionnant.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'époque actuelle qui sont convaincus de l'importance de l'écologie et de faire des efforts. Mais tu m'as dit quelquefois il y avait des erreurs qui étaient faites, par exemple dans des hôtels d'insectes, dans des jardins publics ou bien pour des niches d'abeilles. Des gens qui croient bien faire et qui en fait se trompent, il faut faire attention. Tout à fait. Il y a une mode depuis une vingtaine d'années de dire... Voilà, il faut sauver nos insectes parce que c'est nos adjuvants, c'est des individus dont l'agriculture a absolument besoin. Et comme on a détruit les haies, ils n'ont plus de nichoirs, ils n'ont plus d'endroits où se développer. Donc on va faire des hôtels à insectes. Voilà, c'est très bien de faire des hôtels à insectes, mais parfois, il y a des erreurs qui sont commises dans ces hôtels à insectes. Je prendrai juste un exemple. Les tubes en carton, dans lesquels on demande aux insectes de venir pondre, parce que ça correspond au calibre qu'ils souhaitent trouver pour pouvoir pondre et faire, des alvéoles successives. Mais si un insecte pond 13 œufs successivement dans le même... tube en carton qui sert de nichoir, mais les premiers seront morts très rapidement parce que ils pourront pas respirer du fait qu'il y a trop d'insectes dans la rangée à l'intérieur du tube. Donc, les 3 derniers insectes, en général c'est des mâles, donc ils vont sortir et il y aura qu'une ou 2 femelles qui vont sortir. Tous les autres seront morts parce que les tubes sont trop longs. Les mâles sont devant et les femelles derrière ? Oui, parce que leur durée entre le stade œuf et le stade adulte est beaucoup plus court, de plusieurs jours plus court. Voilà. Chez les abeilles, c'est pareil. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Les gens qui nous écoutent vont être très intéressés et peut-être faire attention à bien écouter les scientifiques quand ils souhaitent faire quelque chose pour la nature. À bientôt.